Bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous attaquons donc ce quatrième webinaire organisé par Mountain Pass depuis le début de la crise. Aujourd'hui, nous avons souhaité faire un retour à la montagne, revenir dans les alpages, avec une thématique qui est celle de quels sont finalement les bénéfices que la montagne pourrait apporter à l'ensemble de la communauté individuelle et collective, à la fois des entreprises, mais pas que, hein, effectivement, en termes à la fois de ressourcement, source d'inspiration, recréer aussi ce lien à la nature que le confinement nous a empêché de vivre, en tout cas pour ceux qui habitent en ville, mais aussi peut-être visiter des chemins plus personnels et intimes, s'encorder avec d'autres aussi, parce que bientôt on va pouvoir effectivement se remettre en cordée. Donc tout ça, ça préfigure en fait un retour à la nature. Et donc voilà, donc on voulait partager aujourd'hui ces thèmes-là avec deux angles. Un premier qui est celui économique, comprendre vers où va l'économie de montagne, les activités de montagne de manière plus large. Donc on va avoir une première thématique centrée sur le volet économique, un deuxième temps qui sera plus sur les bienfaits humains et philosophiques de la montagne. On a la chance d'avoir un panel très riche aujourd'hui. Donc je vais d'abord présenter Anne et Thierry. Donc on va commencer avec eux. Donc Anne tient une agence de prospective qui est en Savoie, qui a accompagné pas mal de stations de ski, et elle a travaillé sur la prospective montagne pour les prochains mois et années. Et Thierry, donc qu'on a eu sur chacun des webinaires depuis le début, qui est macroéconomiste, qui tient un baromètre, qui conseille aussi des niveaux plutôt internationaux, mais qui a un regard global qui est très intéressant pour nous, qui sommes parfois un peu enfermés dans nos vallées. Ensuite, on ira cheminer donc vers la montagne avec Pierre-Henri Frogne, qui est philosophe, qui a écrit un livre l'année dernière de l'alpinisme et qui a effectivement réfléchi à toutes ces questions du sens, et puis cheminer aussi à travers le temps, parce il a visité les significations de l'alpinisme depuis pas mal de siècles en fait, hein. Donc il va nous partager un certain nombre de remarques et puis de réflexions. Michel Frisk, qui est guide et qui a lui-même accompagné pas mal d'entreprises en utilisant la montagne comme un support. Et enfin, Clémence Pex-Lavallée, qui a, elle, un cabinet d'accompagnement de dirigeants qui accompagne sur le plan, on va dire, psychologique, comportemental, et qui a aussi écrit plusieurs livres autour du burn-out, du stress et effectivement des bienfaits que la montagne peut apporter. Donc on a la chance d'avoir un magnifique panel. Je voudrais d'abord les remercier de prendre du temps avec nous. Et puis on va commencer tout de suite. Anne, alors avant peut-être ça, j'avais laissé moi une illustration pour dire que la crise, j'avais mis cette petite slide pour dire qu'effectivement, on voit qu'au niveau mondial, on va s'inscrire dans une crise longue. On sort de ce confinement progressivement et ça va prendre beaucoup de temps. Et donc, dans ces grandes évolutions sanitaires, il va y avoir évidemment des impacts majeurs sur le plan économique. On a cessé de le dire depuis le départ. Donc, aujourd'hui, on s'intéresse à la montagne. Alors, Anne, que peux-tu nous dire finalement de cette situation spécifique de la montagne? Quelles sont les opportunités que tu pressens? Et puis après, on verra comment Thierry perçoit ces scénarios. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors nous, là, je vais, je vais, je vais essayer de répondre à cette question, même si en fait l'analyse reste, et c'est important de le dire, très partielle, parce qu'on est dans un monde assez complexe en ce moment. Donc on a essayé de poser quelques faits marquants, nous en tout cas, avec mon associé, qui pour nous nous ont marqué sur cette crise qu'on est en train de vivre, et puis essayer d'élaborer quelques scénarios, mais effectivement qui restent des scénarios. Alors on n'est pas économiste, hein. Voilà, c'est juste des scénarios qu'on a essayé d'approcher avec un certain nombre d'acteurs de la montagne. Alors le premier point, en tout cas moi, que j'avais envie de souligner, c'est ce sujet de la fin de la planification, et c'est d'accepter aujourd'hui d'être dans un monde qui sera pas planifié, en tout cas, ou est très incertain. Donc ça, c'est un fait, nous, qui nous marque dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, parce que jusqu'à maintenant, on avait tendance à planifier. On est dans un monde où finalement, un certain nombre de choses étaient mesurables, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, ce premier point était important pour nous. Euh, Avant de parler de ces scénarios, il y a plusieurs choses également qui nous marquent. Alors, moi, je reviendrai aussi sur le sujet de l'écologie et de l'économie. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que ces derniers temps, en tout cas, on l'avait nous remarqué sur l'audience française, c'est que les consommateurs français étaient plutôt dans une tendance où l'écologie était revenue au premier plan, et en fait est en train d'être relayée certainement en second.
En second plan, alors ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que, il y a des sujets prioritaires qui sont l'emploi certainement et la crise économique et le pouvoir d'achat. Nous, on se questionne sur le sujet de la nouvelle normalité, de ce fameux monde d'après ou monde de demain dont pas mal de gens parlent. En fait, est-ce que cette écologie ou ce sujet écologique reviendra en premier plan? En tout cas, est-ce que on va être dans une nouvelle normalité demain et est-ce que la nouvelle normalité, ce sera un changement dans la façon de consommer et est-ce qu'on prendra plus soin du vivant et de la biodiversité parce qu'on se rend compte que la crise qu'on vit est quand même essentiellement liée à ça. Est-ce que, en tout cas, c'est des questions qu'on pose, les consommateurs seront sensibles, en tout cas, les gens seront plus sensibles au sujet de la pollution. C'est des sujets, en tout cas, des interrogations nous, qu'on a voulu poser et partager avec vous. Il y a un point également important pour nous qui est, en tout cas, qu'on soulignait, c'est le sujet de la santé, certainement, qui est en train d'émerger. J'en parle là parce que certainement, ça, c'est un point important pour la montagne, qui est en train de revenir, bien sûr, en premier lieu comme une valeur assez suprême. Je prends soin de moi. Et qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de moi? D'ailleurs, vous remarquerez que dans tous les mails des gens, tout le monde dit prends soin. Donc, le care, en tout cas. Et puis, deux points qui sont importants, en tout cas, qui émergent. Le sujet, certainement, de la relocalisation stratégique. Alors, le fait d'être en train de vivre des nouvelles on est en train de vivre des nouvelles interactions clairement à l'échelle locale, en tout cas d'un territoire. Les territoires sont en train de se reconstituer. Les gens se sont entraidés plus localement. Et ça veut dire quoi également? Ça veut dire que on est en train de vivre aussi une accélération sur des sujets de transformation numérique de proximité. Alors nous, on a appelé ça comme ça parce qu'aujourd'hui, la digitalisation était quand même liée à des effets assez de mondialisation. Mais en fait, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on a clairement, si on reprend le sujet des produits locaux, une digitalisation qui est en train de s'accélérer aujourd'hui. J'ai envie de pouvoir acheter, par exemple, mes œufs avec mon téléphone portable. Et ça, c'est des très belles opportunités du monde d'après, ou en tout cas du monde qu'on est en train de vivre en ce moment. De ces fameux services de proximité. Hein. On parle aussi du médecin, des instituteurs. En fait, c'est aussi nos gens de proximité qui aujourd'hui sont en train de développer du télétravail et des choses grâce au numérique qu'on n'avait pas avant. Ça, c'est un peu les points qu'on a notés. Et le dernier qui est pour nous assez intéressant, bien sûr, c'est celui de la raison d'être, en tout cas des combats des entreprises. C'était déjà assez important il y a ces dernières années, mais c'est en train d'accélérer parce que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a des entreprises qui ont trouvé une utilité sociale à cette crise, qui sont en train de la trouver, et il y a les autres. Et en fait, on va malheureusement peut-être ne retenir que ceux qui auront une utilité sociale pendant cette crise. En tout cas, c'est assez subjectif. Et la question, c'est l'après, quoi. Quels seront les combats que vont mener les entreprises, en tout cas sur la question sociale. Et puis, alors, pour le coup, pour répondre très clairement à la question des scénarios dans la montagne, donc dans les territoires qu'on connaît nous on a essayé de dresser trois choses. On a fait un petit scénario à 3 mois qui est assez simple, en fait, qui est de dire, de toute façon, soit on sera confiné, soit on sera déconfiné. J'ai envie de dire peu importe, mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est que on va avoir envie de nature, de connexion, d'aller dehors et de respirer. On va certainement rester sur des destinations très franco-françaises, puisque les espaces seront réduits et on pourra très peu circuler. Que certainement le fameux sport à la maison, ou en tout cas tout ce qu'on aura expérimenté, hein, parlons beaucoup, on va parler des urbains, il y a quand même la majorité des gens aujourd'hui sont en ville et n'ont pas d'extérieur. Hein. Donc le fameux sport chez moi, ou en tout cas le petit parc que j'ai trouvé en bas de chez moi, ce qu'on appelle en ce moment dans la tendance la nano-aventure, c'est que j'ai découvert la petite forêt que j'avais jamais découverte, qui était finalement 1 kilomètre de chez moi. Et puis d'aller rechercher bien sûr des lieux qui sont finalement assez peu fréquentés. Donc ça veut dire que pour la montagne, on va dire à très court terme, c'est plutôt des opportunités parce que la montagne, elle coche le sujet d'un terrain de jeu aéré, bon air, d'une destination assez accessible et bon marché pour l'été. Que l'on pourra peut-être envisager d'ailleurs d'être dans une station isolée où des patients seront peu symptomatiques. Et peut-être des opportunités aussi de dire est-ce qu'on sait rallonger la saison d'été qu'on va vivre cet été? Est-ce qu'on sait, quand on a un modèle en montagne aujourd'hui qui est très axé 2 mois l'été, 4 mois l'hiver, est-ce qu'on sait rallonger cette saison pour aller travailler sur des opportunités en septembre, en arrière-saison? Et nous, en tout cas, on pense que la montagne ne pourra pas avoir de communication business as usual, c'est-à-dire
il faudra de toute façon être dans la rassurance, dans la transparence, ne serait-ce que des mesures sanitaires qu'on va devoir prendre, et puis surtout d'être en phase avec la communication du moment. Ça, c'est pour le scénario très court terme. On a un scénario plutôt de l'hiver prochain que nous, on a essayé de dresser. Alors, clairement, la récession économique, elle sera là et elle est déjà là. Donc, ça veut dire que sur la montagne, on va avoir une vraie frilosité des distributeurs qui distribuent et qui font la distribution de la montagne, hein. Ça veut dire les gros hébergeurs qui font la montagne et les gros tour opérateurs, voire quelques arrêts certainement de ces activités-là. Une certaine faiblesse du marché long courrier, ça veut dire très peu de clientèle qui viennent de loin. Et puis peut-être certainement une destination France qui va être dégradée parce que l'image, pour le coup, de la France comme cluster, un peu comme Italie, à l'échelle mondiale, c'est assez important d'étudier cela, c'est qu'on n'est pas très bien vu aujourd'hui. Donc c'est pas sûr qu'on ait envie de venir en France dans 6 mois. Et donc clairement, le travail qui va être fait, en tout cas l'impact sur les usages, ça va être de se dire, réservation de dernière minute, comme on est tous en train de faire actuellement si on a envie de partir en vacances. Certainement, bien sûr, la consommation locale et nationale qui va aussi s'accélérer. Je vais vouloir partir plus près de chez moi. Et puis, des sujets très attachés à ma santé, être assuré sur le touristique des Alpes, hein, parce que on est allé chercher une clientèle beaucoup plus internationale et on a perdu beaucoup de locaux, beaucoup de jeunes. Voilà. En tout cas, nous, c'est un combat qu'on a et qu'on souhaite mener depuis un certain nombre d'années. Et puis, de continuer à nourrir des aspirations d'évasion et de nature. Et on y reviendra plus tard parce que la montagne a des vraies forces. C'est un peu le sujet de ce webinaire, hein, c'est de se dire quelles sont les forces aujourd'hui de la montagne et les valeurs profondes de la montagne qui peuvent attirer un peu plus les clients demain. Et le dernier scénario qu'on a essayé de dresser, sur lequel on réagira, Thierry réagira certainement après, c'est celui à 2 ans. Alors lui, pour le coup, il est presque, c'est un exercice qui est difficile à faire. Le marché touristique, il a toujours été assez résilient des crises. Alors, est-ce qu'il le sera de cette crise-là? Ça, c'est une vraie question. Parce que c'est une crise qui est quand même, qu'on n'a jamais vue, en tout cas, sous cette forme-là jusqu'à maintenant. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on voit déjà un ralentissement des gros investissements en montagne. Donc, ça va être des investissements fonciers ou des investissements d'aménagement. Et que, du coup, peut-être qu'à 2 ans, en termes d'usage purement consommateur et client, il y aura certainement des usages qui se seront ancrés. Alors après, savoir lesquels se seront ancrés dans les usages du quotidien, c'est une vraie question. Est-ce que on va continuer à avoir de la distanciation physique? Est-ce qu'on va continuer à vouloir voyager moins loin? Est-ce que ça va être ancré dans nos façons de consommer? Est-ce qu'on va vouloir pratiquer des autres loisirs? Et j'ai presque envie de dire, pour le coup, est-ce qu'on a envie de pratiquer la montagne comme on a voulu la pratiquer ces dernières années de façon parfois un peu touristique? Et donc ça questionne sur la fameuse place de la montagne, la place sociétale de la montagne dans cette crise. C'est qu'est-ce que la montagne doit proposer? Est-ce que demain on n'est pas justement dans une montagne à vivre plutôt qu'à visiter? On a beaucoup travaillé sur un modèle touristique de la montagne jusqu'à maintenant. Je dis pas que c'est pas bien, ça a développé une économie, mais en tout cas, il y a un vrai questionnement sur cette fameuse montagne qui est à vivre toute l'année, qui peut accueillir demain du travail à domicile, du travail à distance, qui peut peut-être accueillir demain des universités, qui peut vivre certainement plus à l'année et sur un modèle beaucoup plus résilient. En tout cas, nous, c'est ce qu'on aime à croire. Certainement des structures d'investissement qui vont peut-être changer. C'est une question. Et puis, nous, on pense beaucoup bien sûr, à la revalorisation des circuits courts et de la production locale, parce que pour le coup, c'est ce qui fait vivre un territoire et c'est ce qui est en train d'émerger de cette crise, c'est l'émergence des circuits courts et de la production locale. Donc, c'est comment on redonne aussi du sens à ces circuits courts. Et puis, j'ai envie de finir sur le sujet des valeurs de la montagne qu'on a parfois un peu oubliées dans cette activité touristique. C'est les valeurs dont vous allez tous parler certainement après, qui sont la frugalité, la fameuse culture du refuge, de vivre plus simplement, avec moins de choses, l'entraide, la solidarité, le fameux lien avec la nature, ou encore les sujets de résilience et de discernement. En tout cas, ce sont des valeurs que la montagne a toujours portées. Et donc, c'est comment les territoires qui en font aujourd'hui une économie se saisissent de ces valeurs-là pour imaginer finalement un nouveau modèle. Donc, j'ai envie de finir, moi, et faire réagir après Thierry sur ce sujet, mais sur 4 points qui, nous, en tout cas, nous amènent à méditer pas mal en ce moment. Le fait que les entreprises devront de toute façon
et c'est obligatoire maintenant, se poser la question de leur rôle sociétal aujourd'hui, quels sont leurs rôles, le sens qu'ils veulent donner à la fois à leurs employés puis à la société en général. Ça va être indispensable. Le fait d'avoir ce vrai besoin de se reconnecter à la nature, et la nature c'est pas la même quand on habite Paris ou quand on est urbain que la nature qu'on vit quand nous on y habite à l'année. Donc parfois la nature c'est tout simplement un petit bout d'air, un bout d'air et de l'air frais. Et en tout cas c'est réaffirmer cet attachement à la biodiversité qu'il faut protéger. Nous on pense qu'il y a le sujet de l'innovation frugale, de se dire comment demain on innove de façon collective et de façon plus frugale, plus simple. Et enfin, le sujet de la solidarité, c'est reconsidérer en fait des périmètres d'entraide et de relations sur nos territoires de montagne qu'on a peut-être oubliés. Voilà un peu les réflexions qu'on a essayé de mener pendant ces 4-5 dernières semaines et qu'on a voulu partager avec vous. Bah écoute, c'est top, hein. Merci Anne. On avait déjà un petit peu eu ce premier tour d'horizon avec le cluster montagne, et là on l'a de manière un peu plus densifiée encore avec des nuances. Bah, je vais tout de suite faire réagir Thierry, parce qu'effectivement on a la chance de t'avoir, Thierry. Donc bah, dis-nous un petit peu comment toi tu perçois ces hypothèses. Oui. Parce qu'on a tendance, nous les montagnards, et toi tu en es un aussi, à penser que ce qu'on pense, tout le monde le pense, quoi. Donc et parfois il y a un gros hiatus et la réalité est un peu différente. Donc voilà. Donc Non, tu ça nous c'est un donner pied quelques. positif auquel on fait quand même très attention. On est conscient que tout le monde ne pense pas comme nous, Dieu merci. Ce qu'a dit Anne, c'est extrêmement riche, donc je vais simplement aborder certains des points que tu as évoqués, Anne, en commençant par peut-être des points sur lesquels je suis en très léger désaccord avec toi. Tu as commencé par dire que l'écologie serait sans doute remise au premier plan. C'est effectivement l'opinion dominante. En ce moment, on se dit que la crise est tellement violente, tellement soudaine, tellement brutale, que les politiques environnementales seront remises au placard au fur et à mesure que le processus de reprise très lent, très douloureux aura lieu. Moi, j'ai tendance à penser le contraire. D'abord, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a énormément de chefs d'État dans le monde et de décideurs politiques qui sont conscients que la crise est une opportunité extraordinaire pour remettre à plat le modèle de développement qui nous a conduit à la crise, qui est en réalité bouillé depuis beaucoup d'années. Et aussi bien en Europe qu'en Asie, même qu'en Amérique du Nord, il y a plusieurs chefs d'État, chefs de gouvernement qui sont très, très conscients de la nécessité de rendre les politiques de soutien public conditionnelles en fonction des efforts qui seront réalisés par les entreprises dans le domaine environnemental. Donc c'est plutôt un bon signe. Et je pense que le deuxième argument qui me laisse penser qu'on pourrait s'acheminer dans cette direction, c'est qu'il y a énormément de recherches récentes en médecine qui tentent à démontrer que la pollution de l'air, qu'on connaît très bien dans la vallée de l'Arve ou à Chamonix, est un vecteur de développement extrêmement important du Covid-19. Il y a une étude qui est parue hier, publiée en Italie, avec des chercheurs américains qui sembleraient expliquer que le fait que le taux de mortalité soit double à Milan et en Lombardie par rapport au reste de l'Italie, soit uniquement explicable en raison de la pollution dont est victime la région lombarde. Donc beaucoup d'études dans ce domaine qui pourraient laisser imaginer que lorsque la crise du Covid sera derrière nous, l'activisme social va se développer de manière exponentielle, qu'il y aura cette fois-ci une contagion sociale et qu'il y aura des Extinction Rebellion dans le monde entier et que les jeunes en particulier, les plus jeunes générations, les millennials, la génération Z, etc., se battront pour l'environnement. Donc, j'espère que la reprise sera beaucoup plus verte qu'on l'imagine aujourd'hui. Le deuxième point que tu as évoqué et sur lequel je suis en accord absolu, c'est les services de proximité. Au niveau macro, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment un phénomène de déglobalisation qui est en train de se mettre en place. Alors, on ne peut pas déglobaliser le monde, déglobaliser les chaînes de production qui sont tellement imbriquées les unes dans les autres que ça n'est pas possible de le faire d'une manière aussi simple qu'on l'imagine. Mais en revanche, on voit très bien que dans la mesure du possible, on va ramener au niveau local tout ce qu'il est possible de rapporter. Donc, ce qui va développer les services de proximité, et évidemment, c'est allié à la préoccupation environnementale dont on parlait à l'instant.
Scénarios, les scénarios en termes de région. Tu disais tout à l'heure que la France apparaît désormais indésirable. Je suis pas du tout sûr de cela. Bon, la France, c'est vraiment pas un bon élève en termes de politique de gestion de la crise. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de cas, enfin sans doute énormément plus de cas que les cas déclarés aujourd'hui. En revanche, et c'est une chose dont on a, je pense, globalement conscience, l'Europe représente vraiment un petit paradis dans cette tourmente globale qui s'est emparée de la planète. Si on prend les grandes catégories de risques macro, les risques géopolitiques, les risques sociétaux, les risques environnementaux, les risques même macroéconomiques ou technologiques, on se rend compte que l'Europe, c'est vraiment un lieu privilégié. Et j'ai été frappé, c'est anecdotique, mais c'est extrêmement révélateur de voir que depuis quelques semaines, il y a une véritable folie qui s'est emparée des millionnaires asiatiques qui achètent énormément de propriétés de real estate en Europe, à Londres, à Paris, etc. C'est un phénomène qui, pour le moment, est peu visible parce que c'est anecdotique, mais qui suggère que le lieu où l'on veut se trouver en ce moment, c'est malgré tout l'Europe. Donc peut-être que c'est une chose qui, dans le long terme, sera bénéfique pour les stations alpines. En vrac, quelques réactions, je ne veux pas être trop long, j'ai quoi, 1 minute, 2 minutes? Vas-y, prends le temps. Pas de souci. Frugalité, alors je suis 150% d'accord avec toi. Je pense que la frugalité, elle nous sera imposée par la sévérité de la crise. La crise, elle est terriblement violente. Le deuxième trimestre de cette année, l'activité économique en Europe va sans doute baisser de 40-50%, ce qui est du jamais vu, ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire économique. Il faut se rappeler, désolé, excusez-moi, j'ai pas. Et quand on tombe de 50%, c'est important de se souvenir qu'arithmétiquement, pour se relever au niveau antérieur, il faut croître de 100%. Si on tombe de 30%, il faut croître de 50%. Donc, la reprise, elle va être extraordinairement longue. On va être beaucoup plus pauvre collectivement à l'échelle des pays, à l'échelle de l'Europe et du monde, bien entendu, pendant peut-être même des décennies. Donc la frugalité, c'est un thème qui va s'imposer à nous, mais vivre de manière frugale, comme tu le rappelais, Anne, c'est peut-être une vertu. D'abord, c'est l'un des thèmes, l'une des valeurs véhiculées par la montagne, et on va se rendre compte, et je pense que beaucoup de gens fortunés, comme nous tous sans doute, nous en sommes rendus compte depuis quelques semaines, on vit beaucoup mieux quand on vit avec moins. Il y a énormément de cochonneries dont on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de 10 ordinateurs, de télé, beaucoup d'objets en plastique qui ne nous servent à rien, etc. Donc, il y a déjà cette tendance qui commence de sourdre dans les sociétés riches, qui consiste à réaliser et à affirmer qu'on vit mieux en vivant de manière frugale. Donc, c'est un thème qui avait déjà émergé depuis quelques années avec toute la polémique autour du PNB, de la croissance matérielle, physique, qui génère tellement de mal-être, et des indicateurs de croissance qui sont plus quantitatifs, beaucoup plus qualitatifs. Et donc ça, c'est le rapport à la montagne. La nature, on le sait tous sur ce call, la nature est un formidable vecteur de bien-être physique et mental. Donc l'appétence pour la nature va se développer au fur et à mesure que de manière inversement proportionnelle à la sévérité du choc qui nous est infligé en termes économiques. Donc tout cela, pour moi, ce sont des facteurs de développement très très importants pour la montagne. Alors, en termes nets, il n'est pas du tout sûr que l'effet sur le tourisme soit positif comme il était auparavant, parce qu'on aura sans doute plus de faculté de jouir des vertus de la montagne, mais avec moins d'argent, sans doute. C'est ce que tu disais, Anne. Tous les grands programmes de développement industriel en montagne vont sans doute prendre fin au cours des mois qui viennent, et c'est peut-être une bonne chose. Peut-être qu'on aura moins de remontées mécaniques, on aura moins de grands groupes hôteliers qui vont s'installer dans de belles régions de montagne. Donc c'est peut-être une bonne chose, mais c'est pas forcément cela qui va générer de l'emploi en montagne. Donc voilà, c'est une chose peut-être dont on discutera un peu plus tard sur le call, mais on vivra mieux, mais plus pauvrement.
Et sans doute de manière plus solidaire, comme tu le rappelais tout à l'heure. Hein. C'est intéressant que votre conclusion elle amène sur ce thème des valeurs, de la frugalité, de la nature, du retour vers les essentiels. C'est ce qu'on va aborder donc dans la deuxième partie. Peut-être avant ça, un dernier mot, Thierry, sur ce livre que tu as écrit il y a 2 ans, 10 bonnes raisons de marcher, mais qui avait aussi comme idée sous-jacente de dire que la marche, le retour à la nature était aussi bon sur la qualité de la prise de décision. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Parce que là, on a parlé beaucoup de santé, de bien-être, du bénéfice de la montagne pour aller mieux. Mais en plus, on peut aller mieux et en plus, on peut mieux décider peut-être. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner quelques pistes là de ton travail? Oui, avec plaisir. Le bouquin, au départ, je l'ai écrit parce que l'un de mes gros clients, c'est l'Institut Global du Bien-être qui est basé à New York, aux États-Unis. Et j'ai fait pour eux un travail il y a quelques années où j'essayais d'envisager le scénario selon lequel les politiques de bien-être allaient être rendues obligatoires dans le monde entier. Parce que c'était le seul moyen de contenir la croissance exponentielle des dépenses de santé. Et donc, je me suis intéressé un petit peu à ce qui était mis en place dans différents pays sur l'obligation de bien-être. C'est déjà le cas aux États-Unis, par exemple, où le prix de la police d'assurance est dépendante de la capacité que tu as de prouver que tu mènes une vie saine. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de politiques d'assurance de police d'assurance aux États-Unis qui sont, par exemple, corrélées au nombre de pas que tu fais mesurés par ton téléphone, et ensuite les données sont communiquées à la compagnie d'assurance. Donc des problématiques très complexes en termes de respect des droits privés, et on s'achemine dans cette direction. En Chine, il y a déjà des cas d'universités où les étudiants ne peuvent pas se présenter aux examens s'ils n'ont pas effectué un certain nombre d'activités physiques, des pas, ou prouvé qu'ils mangeaient de manière saine. Donc, voilà. Donc, il y avait cette idée que, malheureusement, ce qui devrait être au départ une activité de pur plaisir, va sans doute devenir une obligation pour des raisons de politique de santé publique. Donc, je me suis intéressé à cela. Et puis ensuite, dans le cadre de cette étude, j'ai parlé à des médecins, des neurologues, des psychologues, etc. J'ai lu beaucoup d'auteurs, de poètes du 18e, d'auteurs comme Rousseau, et je me suis rendu compte que depuis toujours, on disait, en fait, la marche, elle est absolument indispensable pour réfléchir, pour libérer son énergie créatrice, etc. Donc, je me suis également intéressé à cet aspect des choses, et j'ai commencé de consulter des gens dont c'est le métier, principalement des neurologues, de rechercher, de faire de la recherche dans ce domaine. Et effectivement, il semblerait que l'activité physique légère, donc la marche, mais ça peut être aussi le vélo, enfin des choses qu'on peut faire sans devoir se concentrer sur l'activité. Donc la marche, c'est le parangon de cela. On peut marcher sans regarder trop où on marche, à moins d'être en haute montagne, et laisser son esprit gamberger. Et effectivement, les activités physiques légères sont corrélées avec une meilleure prise de décision, y compris les décisions d'investissement. C'est quelque chose, c'est un thème de recherche extrêmement intéressant qui se développe et qui est, je pense, très très porteur pour nous tous qui travaillons en montagne, dans différents domaines. Écoute, merci beaucoup. Alors, on va enchaîner tout de suite, effectivement, sur la deuxième partie de ce webinaire. Donc, vous êtes bien entendu, Anne et Thierry, les bienvenus pour rester. Il y aura aussi des questions, je vous rappelle à tous, si vous voulez poser des questions, c'est par le chat YouTube, n'hésitez pas, et puis on complétera le cas échéant par écrit. Donc, on va aller maintenant, parce qu'on a beaucoup, Anne et Thierry ont beaucoup fait référence aux valeurs de la montagne. Alors, je vais me tourner vers Pierre-Henri. Ces valeurs, quelles sont-elles? Finalement, on est tous à parler de frugalité, d'esprit refuge, de simplicité, d'entraide, de discernement. C'est ce que tu as dit, Anne. Et je retrouve quelques idées autour du discernement que je partage, bien entendu. Du point de vue du philosophe qui a écrit cet essai sur l'alpinisme, quelles sont ces valeurs de l'alpinisme qui peuvent parler à la société dans son ensemble et qui pourraient être un point d'ancrage finalement de tout ce qu'on est en train de dire? Oui, je pense qu'il faudrait peut-être commencer par analyser ce que c'est qu'une crise, parce que vous en avez parlé. Je pense que vous en parlez plusieurs comment dirais-je, webinaires que vous avez organisés.
je pense que on pourrait se mettre d'accord pour dire qu'une crise, c'est un bouleversement, c'est une césure, c'est une brisure du temps. C'est aussi un moment critique, c'est-à-dire un moment où l'on choisit une direction plutôt qu'une autre. Là, vous avez parlé de scénario. Hein, tout à l'heure, ça veut dire que se présentent à nous des possibles entre lesquels il va falloir choisir. Et puis, troisièmement, une crise, vous savez que c'est le même mot, hein, c'est le mot du vocabulaire médical grec. Et on trouve ce mot-là dans le mot de critique ou de critère. Une crise, c'est quand il n'y a plus de critères. C'est quand il y a un basculement des points de vue qui nous permettent de comprendre la réalité. Et d'une certaine façon, une crise, c'est quand il y a sur les valeurs, sur les principes. Vous voyez donc, il y a 3 dimensions à la crise, et il me semble que ces 3 dimensions, elles se rassemblent dans cette idée que une crise, ça fait époque au sens fort de époque. Hein. Là encore, excusez-moi de donner le sens précis des mots, mais le mot d'époque, ça vient du grec époqué, qui veut dire suspension du jugement, c'est-à-dire doute, c'est-à-dire ce moment où on est dans une hésitation parce qu'on n'a pas les moyens de décider ou de décrire véritablement ce qui nous arrive. Et donc, parce qu'on est face à un imprévu. Hein, c'est Anne qui a dit au début que, oui, nous vivions une situation parfaitement imprévisible. Le futur est contingent, ça veut dire qu'il peut être ceci, il peut être aussi cela, ou ne pas être. Être ou ne pas être, c'est la définition la plus belle de la contingence. Et une crise, ça nous oblige donc à nous projeter dans un monde parfaitement imprévisible. Ou en tout cas, et donc ça nous ramène à une idée peut-être qu'on a oubliée. C'est peut-être ça le début de la recherche des valeurs, c'est que notre existence est une aventure. Et une aventure, là encore au sens strict, c'est-à-dire c'est ce qui advient. Hein. En anglais, aventure, ça se dit adventure. C'est ce qui advient, c'est ce qui va venir et ce qu'on ne peut pas prévoir complètement. Alors je sais bien qu'on vit dans des sociétés obnubilées par la prévision, par la prévoyance, par l'assurance, mais je pense que cette crise que nous vivons nous ramène à la réalité d'une certaine façon. La réalité qui fait advenir des choses qu'on n'avait pas prévues. Et il me semble que l'une des valeurs fondamentales à laquelle cette crise nous invite, c'est le sens de l'existence en tant qu'elle produit des choses, qu'elle crée des situations nouvelles auxquelles il faut que nous nous adaptions. Et je pense que alors maintenant je fais le lien avec la montagne et l'alpinisme que je pratique et que j'ai essayé de théoriser, hein. Non pas de haut, mais plutôt par en bas, c'est-à-dire à partir de sa pratique, hein, pas à partir d'un système de concepts. C'est qu'une course de haute montagne, c'est une course, c'est-à-dire que c'est un cours, c'est une continuité. C'est une course au sens où ça demande une sorte de rapidité dans l'exécution, mais cette continuité et cette exécution, elle est l'enchaînement de moments critiques. Bon, Blaise, tu dois savoir ça mieux que moi. Les alpinistes professionnels, que je ne suis pas, hein, je vous le rappelle, le savent mieux que moi. De moments critiques, c'est-à-dire de moments où il faut faire attention parce qu'on est sous le risque, sous ce qui peut advenir. On vit une aventure et le risque, l'horizon de tous les risques, c'est l'horizon de la mort. Bon. La crise sanitaire aussi,
c'est celle-là. Elle nous met sous le risque de sous l'horizon de la mort, qui est le risque, on pourrait dire le risque de tous les risques. Il me semble donc que la valeur principale de la montagne est peut-être celle qui nous servirait le plus dans une situation de crise pour envisager la sortie de crise. Eh bien, c'est, comment dirais-je, la valeur du sang-froid, la valeur de la lucidité et la valeur du courage qui consiste à nous affronter à ce qui advient et ce qui n'est pas entièrement prévisible. Bon, est-ce que tu veux que je développe encore un peu, Blaise? Non, mais je voudrais que tu as des questions. Je voudrais juste m'arrêter sur ce que tu viens de dire là, sur le rapport à l'aventure et à ce qui advient. Il y a eu une petite question d'ailleurs sur le chat là-dessus. On a évoqué une des valeurs fortes, la frugalité. Oui. Il y a en rapport avec ça, il y a l'idée de dire que cette frugalité, si elle n'est pas partagée par les dirigeants, ça va être compliqué de dire qu'on est tous frugaux, mais un peu plus ceux qui ont rien que ceux qui ont tout. Est-ce qu'il y a une question autour d'exemplarité du premier de cordée qui joue quand même dans ce qu'on est en train de vivre? Et quand je dis le premier de cordée, c'est au sens générique, c'est au sens des premiers de cordée des organisations. Et est-ce que c'est pas un temps aussi où l'exemplarité du guide va être jugée? Est-ce qu'on va mettre dans ce temps du jugement au-delà de l'aventure et que quelque part ça va laisser des traces assez fortes autour de cette thématique? Alors, je veux bien qu'on parle du premier de cordée parce que bon, c'est une métaphore, comme vous le savez, qui a fait fureur depuis 2 années, avec tous les contresens qu'on a pu entendre, ou les manipulations, si l'on peut dire, de la métaphore. Moi, j'en parle très volontiers dans la mesure où je suis toujours seconde cordée. Je suis seconde cordée en montagne, du fait de mes compétences, je suis toujours derrière mon guide. Et puis, je suis seconde cordée aussi dans mon métier de professeur de philosophie ou de philosophe, pour parler de manière un peu plus prétentieuse, parce que la philosophie, elle est toujours après. Elle vient toujours après. Elle n'est jamais devant. Elle est là pour analyser ce qui s'est développé avant. Elle n'est pas là pour prévoir. Elle n'est jamais en premier de cordée. C'est toujours après que la réalité s'est développée, qu'on peut savoir en quoi elle consiste. Donc, le philosophe, il vient toujours après. C'est-à-dire que s'il y a une philosophie de l'alpinisme, ce que j'ai essayé de faire, c'est parce qu'il y a d'abord des gens qui font de la montagne. C'est qu'il y a des guides de haute montagne. S'il y a une philosophie de la religion, c'est parce qu'il y a une religion. Avant, s'il y a une philosophie des sciences, c'est parce qu'il y a des scientifiques. Bon, donc je suis un second cordée en montagne et dans mon métier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un premier de cordée? Quand on entend les commentaires des 2 années qui viennent de s'écouler sur la métaphore présidentielle, parce que c'est quand même ça dont il est question, on s'aperçoit que le premier de cordée a été assimilé à un aristocrate, c'est-à-dire le meilleur qui va tirer ceux qui sont en dessous. Quand on fait de la montagne, on sait très bien que le premier de cordée, c'est lui qui prend le plus de risques sans doute, mais c'est celui qui assure le second de cordée, mais le second de cordée, il doit monter aussi avec ses propres forces, avec sa propre énergie, avec son propre courage. Donc évidemment, le premier de cordée, il est exemplaire, mais comment dirais-je, il n'est pas celui qui empêche le second de cordée de faire ce qu'il a à faire. Au contraire, c'est celui qui permet au second de cordée de s'épanouir. Et donc, d'une certaine manière, un premier de cordée, c'est comme un professeur. Enfin, moi, je suis professeur dans une université et je suis le premier de cordée d'un grand amphi dans la mesure où qu'est-ce que j'apprends à mes élèves? J'apprends à faire comme moi, à faire aussi bien que moi et sans doute à devenir un jour premier de cordée. Le premier de cordée, il a pour fonction de permettre l'épanouissement du second de cordée de telle manière qu'un jour, le second de cordée n'aura plus besoin du premier de cordée. Comme un professeur, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend à ses élèves à se passer de professeur. D'une certaine manière aussi, ce que fait un père ou une mère, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on est père et mère? On apprend à ses enfants à ne se passer de père ou de mère un jour. Et c'est bien, parce qu'un jour, ils vont mourir. Et donc, cette exemplarité, Pierre-Henri, oui, que tu mets sur les épaules du premier de cordée,
dans ce temps de la crise qui va s'inscrire dans la durée, est-ce que les dirigeants vont être jugés à l'aune de cette exemplarité? Est-ce qu'il y aura un jugement autour de ça? Vu qu'on parle beaucoup de valeurs, j'ai mis le mot frugalité comme un point de repère, mais est-ce que on est dans un temps, le temps de la crise, c'est un temps du jugement aussi autour de la question de l'exemplarité? Et est-ce que ça peut emporter des organisations? On a parlé, et Anne l'a mentionné, sur des marques qui allaient sortir grandies parce qu'elles s'étaient positionnées d'une certaine manière. Est-ce que ce temps de la crise, pour revenir à ça, et le temps de la montagne aussi, on le voit bien, il est autant celui de l'exemplarité et de l'engagement? Écoute, tu sais, je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a un temps pour l'exemplarité? Je pense que non. Enfin, tous les moments sont ceux de l'exemplarité, qu'ils soient de crise ou pas. Alors, pour sortir de la crise, est-ce que l'exemplarité est tout à fait, comment dirais-je, tout à fait nécessaire? Sans doute qu'elle l'est de surcroît. Mais il me semble que dans une société bien organisée, l'exemplarité est une exigence universelle. Elle est sans doute plus nécessaire en temps de crise. En plus, il faudrait s'interroger sur la question de savoir de quelle exemplarité est-ce qu'il s'agit. Est-ce que c'est une exemplarité morale? Est-ce que c'est une exemplarité politique? Est-ce que c'est une exemplarité économique? J'en sais rien. Bon, alors, on va peut-être refermer la question qui nous ouvre peut-être sur trop de sujets. Moi, ce que je propose, Pierre-Henri, c'est qu'on va continuer notre cheminement, parce que le temps passe aussi en allant aussi rencontrer le guide, Michel. Alors, soit on prend le temps, mais on va peut-être passer, on avait prévu une petite vidéo, on la passera peut-être plus tard. On va enchaîner et sur cette figure du guide, parce que tu l'as cité, Pierre-Henri. Et là, je vais m'adresser à Michel, pas seulement en tant que guide, mais aussi en tant que guide qui accompagne des dirigeants, des managers, etc. Comment toi, tu utilises de manière très pratique la montagne pour embarquer un collectif, pour faire réfléchir une organisation pratiquement, comment tu fais? Voilà, c'est intéressant de voir ce qui peut être mis en œuvre, parce que là, on est en train de se projeter sur une réalité où on va reprendre les activités. Ben voilà, comment on va l'utiliser, cette montagne, pour grandir, pour se développer. Et là, on est toujours sur un public plutôt d'entreprise ou d'organisation. Bonjour Blaise, merci de m'accueillir chez Mountain Pass et de collaborer une fois de plus avec vous. C'est vraiment très agréable. Ce que j'avais envie de dire, en fait, moi, j'essaie en tant que guide, de me dire, mais qu'est-ce que la montagne t'a appris, en fait? Qu'est-ce que et c'est quoi être un bon guide? Tu vois, un bon guide, évidemment, c'est quoi être un bon dirigeant et un bon manager? En fait, moi, je pense qu'un bon guide, tu vois, c'est un guide à qui je confierais mes enfants. Voilà, ou les générations futures, éventuellement, tu vois. Et un bon guide pour moi, voilà, à qui je confierais mes enfants, c'est quelqu'un qui serait capable de limiter la prise de risque et d'accepter l'incertitude, bien sûr, mais de limiter la prise de risque. Et comment? En fait, c'est en augmentant son niveau de conscience. C'est-à-dire que dans le plus grand nombre de cas possibles, même quand les situations sont tendues, compliquées, etc., est-ce que le guide est encore capable d'agir plutôt que de réagir, tu vois, poussé par son inconscient et par son esprit reptilien? Ça me paraît très, très important. Et quelque part, en fait, pour rentrer un petit peu dans ce sujet d'un leadership résilient et d'un leadership agile, en fait, moi, c'est un petit peu toutes mes interventions d'accompagnement se basent autour du développement de l'agilité dans l'entreprise. Pour moi, qu'est-ce que c'est l'agilité? L'agilité en haute montagne, l'agilité, c'est le fait de rester flexible. Tu vois, on imagine un roseau, voilà, flexible. C'est quelqu'un qui est finalement libre, quelqu'un qui est finalement dans le lâcher prise, j'allais dire dans le non-attachement, en fait. Voilà. Et cette question de non-attachement, ça permet d'atténuer notre emprisonnement à des croyances et d'imaginer des nouveaux possibles. Ça, c'est très, très important. Et ce non-attachement est lié à l'apparition de la frugalité et de ce qu'un ami nomme autrement la sobriété heureuse.
Ça, c'est vraiment, bon, voilà, pour moi, c'est ça. Et le rôle du guide, c'est d'amener ce sens. Et je crois, comme disait Thierry tout à l'heure, que oui, on a un rôle à jouer dans l'avenir d'une responsabilité sociale et environnementale forte dans ce moment, en tant que guide dans l'entreprise. Alors, comment on peut imaginer ce chemin que tu décris? Il y a beaucoup de choses qui relèvent de la connaissance de soi, du travail sur soi aussi. Comment toi tu le mets en œuvre de manière pratique et comment peut-être demain, ça peut être des choses qui contribuent à faire que cette montagne, elle revienne sur le sens d'une montagne à vivre, et non pas d'une montagne qui vend du loisir, du parc d'attractions, etc., qui vend une des dimensions de l'homme, qui est le jeu. Le jeu JE et JEUX, on va dire. Comment on peut faire que la montagne réinscrive une histoire plus collective et qu'elle aille vers ces chemins que tu décris? Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu proposes? Voilà, concrètement, donc en fait, qu'est-ce que peut faire un guide de montagne qui, comme toi, travaille maintenant en entreprise, hein? On est tous les deux des guides de montagne qui travaillent en entreprise. Et donc, en fait, si on ne va pas à la montagne ira à l'entreprise, et c'est très important d'avoir ça en background pour pouvoir faire un effet miroir et prolonger et agrandir l'espace intemporel de la haute montagne. Mais très concrètement, les solutions, moi je vois deux choses, et c'est ce qui correspond à ce que j'entends comme demande de la part des dirigeants que j'accompagne en ce moment, hein, des grands groupes ou des petites entreprises. Elles me disent, en fait, il faut tu vois, je dois me focaliser sur la crise et sur la gestion de la crise et faire de ce moment un moment de retour d'expérience à forte valeur ajoutée pour développer des pratiques managériales, des relations et un leadership digne du 21e siècle. C'est-à-dire un leadership très résilient, agile, libre. C'est ça. Donc c'est faire ce retour d'expérience me semble extrêmement important. Le deuxième temps demandé par les dirigeants que je rencontre, c'est OK, mais en même temps, il faut que je me projette sur le futur. Et pour ça, je pense que le guide ou le consultant en entreprise doit pouvoir être capable de mettre en place des processus d'intelligence collective qui vont faire que les solutions vont venir du terrain, et ce sont des solutions vers lesquelles tout le monde va converger, qui sont très très riches et qui seront forcément à impact positif puisqu'elles seront inclusives, puisque tout le monde y aura participé, un grand nombre y aura. Donc les gens vont s'y retrouver, les gens vont se rencontrer là-dedans. Voilà, c'est ça, moi, les solutions très concrètes, très opérationnelles que je vois. Merci Michel. Merci. Alors on reprend donc avec Clémence. Donc effectivement Clémence, toi tu as l'habitude d'accompagner des gens qui vont bien, des gens qui vont moins bien aussi. Tu as aussi utilisé la montagne, tu connais bien la montagne. Qu'est-ce que tu verrais toi dans les prochains mois finalement comme activité pratique à conseiller à chacun pour pouvoir utiliser cette montagne de manière positive, voilà, pour se développer, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller avec toute l'expérience que tu as? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme l'ont présenté Ariane et Thierry, le care, prendre soin de soi, de son entourage, des équipes, ça revient en priorité dans cette crise. L'humain prend toute sa valeur même dans l'entreprise. Et la marche en montagne, c'est une expérience humaine. Elle est autant individuelle que sociale parce qu'elle amène à revisiter la relation à soi. La relation à soi, c'est la relation à son corps, à ses capacités, mais aussi la relation aux autres. Et puis elle engage soi, les autres, elle stimule l'agilité, on va voir la marche en montagne, la résilience surtout individuelle dont on va avoir besoin et du groupe. Parce qu'on le verra un peu plus tard, on ne part pas seul en montagne et on revient toujours tous ensemble d'une randonnée. Il faut vraiment ramener déjà dans la marche en montagne le bienfait sur le corps et l'esprit. C'est une activité d'endurance à un rythme régulier et qui va impacter physiologiquement et psychologiquement le corps, la respiration, le mental, l'esprit. Dans mon métier, la visualisation, par exemple, prépare les sportifs à mieux vivre une expérience, un projet, un effort. Et je vais vous proposer alors, dans un premier temps, d'utiliser comme eux ce pouvoir de la visualisation pour ressentir le bénéfice que vous pourriez avoir d'une marche en montagne. Voir comment la marche en montagne procure de l'énergie physique et mentale. Comment elle donne aussi du plaisir à ceux qui la pratiquent. Comment elle améliore l'humeur
elle libère de la surcharge mentale. Et puis surtout, comment elle active une transformation dans un groupe de marcheurs qui part d'un groupe et qui arrive en équipe. Donc, on va entrer, si vous le voulez bien, ensemble dans une expérience juste en fermant les yeux. Installez-vous, posez les mains à plat sur vos cuisses, fermez les yeux et je vais vous inviter à souffler 3 fois par la bouche. Maîtrisez maintenant vraiment votre souffle en l'allongeant comme un élastique, avec souplesse et sans faire de bruit. Votre souffle. Vous en aurez besoin pendant la randonnée, pendant la reprise de l'acte. Gardez les yeux fermés jusqu'à ce que je vous invite à les rouvrir. Et entrons ensemble dans une visualisation. Installez-vous dans une visualisation au départ d'une randonnée. Peut-être une randonnée que vous connaissez, peut-être qui est issue d'un film que vous avez vu. Et nous sommes quelques secondes avant le départ de la randonnée. Probablement sur le parking, les chaussures de montagne lacées aux pieds, le sac à dos avec, si c'est pour la journée, le pique-nique, le protège-pluie, la crème solaire, tout le matériel utile, des bâtons à la main, des lunettes de soleil sur la tête. Allez, vous y êtes? Vous y êtes prêts? Vous regardez le paysage autour de vous. Vous observez la météo. Vous êtes l'acteur principal de votre randonnée. Et allez, on se met en marche. On avance sur le chemin comme prévu. Alors, gardez les yeux fermés. Souvent, le mental, c'est la montagne en termes de difficulté. Il anticipe, prévoit, calcule, il évalue ses capacités. Le cerveau est déjà bien en alerte, avec tout un programme d'anticipation, exactement quand on fait avant une reprise, après une crise, ou encore quand on est dans la crise. Et lors de nos précédentes expériences en montagne ou dans un film, l'activité du cerveau est une sorte d'archive. Et cela permet au cerveau d'anticiper, de planifier la dépense énergétique, de calculer le gain. Ça vous parle quand vous êtes en entreprise. Vous faites tout cela aussi. Et la visualisation que nous sommes en train de faire puise dans vos archives. Et c'est comme ça qu'un skieur se prépare mentalement à affronter une piste, un défi, ou un pianiste sait parfaitement se concentrer, trouver le rythme, ou placer ses doigts sur le clavier. On continue la visualisation, on se met en marche, on prend un rythme, premier pas sur le chemin de la montagne, le corps se met en mouvement, les jambes, les bras se synchronisent, on avance. Et je vous invite à entrer un peu plus à l'intérieur de vos sensations corporelles. Entrez dans vos perceptions corporelles. Sentez vos muscles se mobiliser, vos capacités se rassembler, se contracter quand vous marchez, se chauffer, les muscles s'activent. Marchez, avancez, pas à pas. Ressentez la flexibilité des articulations, ce qui relie les uns aux autres de vos membres qui avancent. Sentez l'impact du talon au sol. Alors bien sûr, ça stimule la production d'ostéoblastes, les cellules osseuses, responsables de la régénération des os. Mais plus vous marchez, plus vous augmentez votre masse osseuse, plus vos os sont solides, plus vous renforcez la charpente de votre corps et de votre esprit. Plus vous vous structurez. Alors, la marche est le triomphe du corps, dit le sociologue Didier Le Breton. Et quelquefois, le chemin devant est un peu accidenté. Ça monte, ça descend, les bâtons de marche stabilisent, évitent les chutes. En descente, d'ailleurs, ils soulagent les genoux et en montée, ils facilitent la grimpe. Bon, en plus, ils aident à pas trop se courber. Vous pouvez noter, là, dans la marche, votre posture qui manifeste votre personnalité, ce que vous êtes en train de vivre, comment vous le vivez. Et en revenant sur ce travail de l'équilibre, qui active des propriocepteurs qui informent l'organisme de ses positions de mouvement, on sait que l'équilibre physique est étroitement lié à l'équilibre psychique. Se mettre en mouvement, trouver son équilibre. Entraîner son équilibre est intéressant pour surfer sur les vagues de la vie, des chaos. Attention, le chemin un peu plus. Vous sentez le cœur battre, s'accélérer. L'énergie monte encore.
Adrénaline, cortisol, résistance à l'effort, au stress, le corps devient moite. Les capacités de s'adapter s'activent. Oui, la montagne active la résilience, l'effort, l'endurance, la résilience. Quand la rando est un peu difficile, d'ailleurs, arrive rapidement le dépassement de soi, la satisfaction à l'arrivée, la confiance en soi, la dopamine, cette hormone de la récompense et du plaisir. On continue à monter. Ça monte la montagne. Ressentez, cela génère un effort respiratoire. Alors ça améliore la capacité aérobique et cardiovasculaire. Les muscles, les organes vitaux s'oxygènent plus, le corps et l'esprit se conjuguent. Dans l'effort, tout est réuni. Ça demande à moduler son souffle, à faire silence quelquefois. À ce moment, le système nerveux autonome se régule, le cerveau aussi, et l'on passe en marche méditative concentrative, concentrée. Concentrée sur quoi? À quoi pensez-vous là à l'instant? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quel discernement émerge? Là, dans l'effort, dans l'adaptabilité, tout devient plus clair, lucide. Les décisions se prennent, les choix. On peut se détacher de choses dont on n'a plus besoin. On se concentre sur l'essentiel. L'effort de la marche en montagne est aussi l'occasion de se déconnecter, de déstresser, de se tenir loin du tourbillon quotidien. Un bon remède pour libérer le corps et l'esprit, tout en profitant de la nature. Alors, on fait une petite pause, toujours dans la visualisation, pour attendre peut-être le groupe, se rassembler, s'hydrater, grignoter, pour se ressourcer. On peut se surprendre en train de contempler la nature, la saison, le paysage. Parce que la marche en montagne, c'est une activité de concentration et de contemplation en plein air. C'est un moyen d'atterrir en soi aussi, de communier avec la nature, en tant qu'expérience contemplative, esthétique, et pour certains même spirituelle. On s'élève. Théodore Monod disait que dans le désert, l'on marche souvent droit, car il n'y a rien à contourner. Et pourtant, la marche en montagne, c'est à peu près l'inverse. Il faut tout y contourner. Les formes du relief d'abord, mais aussi tous les obstacles qui se dressent sur le chemin. Ça parle aux entrepreneurs, aux équipes. Rien peut-être n'est moins droit ni moins plat qu'un chemin en montagne, où la marche est particulièrement propice à cet état de conscience particulier entre vigilance et flânerie, où l'espace parcouru n'est pas toujours présent à l'esprit. On oublie le temps, on avance. On reste encore quelques instants dans la visualisation, juste pour que vous notiez mentalement les besoins physiologiques et psychiques dont vous auriez besoin là, dans votre quotidien. Parce que si vous ne venez pas à la montagne vient à vous. Il suffit d'y penser. On va se préparer à sortir de la visualisation. Et avant d'ouvrir les yeux, vous étirez, comme après une bonne marche de montagne. Baillez, prenez de la place, prenez votre place. Ouvrez les yeux. Et après cette expérience qui est plutôt d'une dimension psychocorporelle de l'être, on voit que déjà on part de soi pour aller les autres. On va passer tranquillement vers le mental. Qu'est-ce qui se passe quand je marche en montagne? On apprend à se positionner sur une carte, à se positionner dans un groupe, à se positionner sur un chemin, parce que ça stimule la cognition spatiale. Il y a plein de cartes de notre environnement qui vont stocker dans l'hippocampe. On a les chemins, là on a pique-niqué, peut-être un lac, peut-être un rocher particulier.
La randonnée qui est en montagne considérée comme un exercice physique, elle augmente le volume de l'hippocampe. Alors c'est très intéressant, vous allez voir, parce que l'hippocampe, c'est une région du cerveau où se produit tout au long de l'existence un processus de neurogénèse, c'est-à-dire la formation de nouveaux neurones. C'est important de former de nouveaux neurones après une crise. Des espaces de résilience, de capacité à pouvoir produire du nouveau, trouver de nouveaux chemins possibles. Et sa structure, l'hippocampe, sa structure du cerveau, elle joue un rôle clé dans la mémoire et la navigation. Comment prendre les bons chemins? Comment, en se servant de ce qu'on a vécu, mais en créant un nouveau possible, on va pouvoir choisir. C'est ce qu'apporte aussi la marche en montagne, la prise de décision, la résilience. C'est là du cerveau qui va être mobilisé. Il y a un point qu'on évoque souvent dans la marche en montagne, c'est l'équipe. On marche jamais seul en montagne. À 2, on est déjà un groupe, à 3 ou plus. Et au fur et à mesure qu'on est dans la randonnée, l'attention bienveillante aux autres va libérer la production d'ocytocine. Alors cette ocytocine, c'est l'hormone d'attachement aux autres qui va transformer dans le groupe, qui va émerger dans le groupe et elle va transformer un groupe en équipe. Alors, cette équipe, c'est tout ce dont on a besoin. En montagne, on n'est jamais seul. On est toujours accompagné, au moins de l'autre, ou plusieurs. Et il y a un esprit de groupe avec une identité collective qui va se manifester. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand on écoute les groupes qui deviennent des équipes, on entend tout de suite le mot « nous ». Nous faisons une pause, nous arrivons, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, le genre ou l'âge. Il y a nous, et puis même quelquefois les autres randonneurs. Mais la cohésion du groupe, grâce à l'ocytocine, elle soude les uns et les autres et elle permet d'affronter les difficultés ensemble. C'est vraiment ce qui transforme un groupe en équipe. Alors, on pourrait aussi aller sur l'humeur, on pourrait aussi aller sur tous les bienfaits de la montagne. L'anxiété, c'est un très bon presseur naturel. La marche en montagne, elle harmonise le corps et l'esprit. Je voudrais juste terminer avec la dimension ludique, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je pense qu'elle est très importante quand on sort d'une crise. Plein de personnes en ce moment me disent « ça fait du bien de rire ». Oui, il y a une dimension ludique à la montagne. Oui. Les fous rires mémorables qu'on va se rappeler d'une nuit en refuge, peut-être une glissade qui se termine bien, des rencontres drôles, des événements imprévus, juste une bataille de boules de neige en plein été grâce à un névé. Il y a vraiment une dimension aussi ludique. La montagne, c'est une super expérience physique, corporelle, pour soi, émotionnelle pour soi, mais c'est surtout pour le groupe. Et ce qui a été perdu dans la plaine, tu le retrouveras dans la montagne. C'est souvent un proverbe qu'on se dit, nous, dans notre famille. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager, vivre un peu différemment, que la montagne vienne à vous, peut-être, dans cette période difficile. Écoute, Clément, c'est une expérience absolument hors norme que tu nous as proposé, c'est d'arriver à utiliser un webinaire qui est juste anti-sympathique par principe, parce qu'on est loin les uns des autres, pour nous faire vivre une expérience. Ouais, c'était super, vraiment. Ça dit quand même, moi, en t'écoutant dans cette phase de visualisation, en fait, on comprend rien, quoi. Enfin, moi, je me dis en tant que guide, je comprends rien. Parce que tout ce que tu as décrit de ces étapes qu'on ne mesure pas en faisant les pas les uns après les autres, jusqu'à la pause, jusqu'au partage, etc., toute cette décomposition de l'expérience, c'est juste magnifique. Donc ça dit un potentiel gigantesque en fait. Si on est capable d'aller capter, d'aller saisir cette richesse, ça laisse, voilà, je trouve ça hyper positif. Et la dimension ludique que tu évoques aussi à la montagne, alors on a dit que ça doit être une montagne à vivre, mais le rire fait partie du à vivre. Et effectivement, ce qu'on a plutôt mis en garde, entre guillemets, c'est l'idée d'une montagne qui serait que touristique et de consommation. Et effectivement, c'est bien loin de combattre l'aspect ludique de ces dimensions. Donc, merci infiniment pour cette expérience. Je m'attendais pas du tout à ça. C'était la surprise du jour. Donc, voilà. C'est très bien. Ça m'a, moi qui suis très dans l'action, toujours à prendre la parole, etc., ça m'a imposé de fermer les yeux. Alors, peut-être, avant de conclure,
moi, ce que je voudrais vous demander donc à tous, donc Thierry a dû partir, mais Anne, Clémence, Pierre-Henri et Michel, de cette expérience d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous garderiez en une idée simplement de ce qu'on a pu échanger aujourd'hui? Finalement, qu'est-ce que vous gardez de cette petite conversation? Si vous devez conserver une idée, ça serait laquelle? Moi, j'ai adoré le rêve éveillé que nous a fait vivre Clémence. Là, et pour moi, ça me touche beaucoup parce que en tant que guide, je crois que le rôle majeur d'un guide, c'est de souffler sur les braises du désir de ses compagnons de cordée pour faire que ils aillent plus facilement sur leur futur désiré. C'est ça, pour moi, ce que je retiens. Un grand merci. C'est beau. On rejoint Rébuffa. Ouais. Moi, je garderais la montagne vient à vous. Je trouve ça super intéressant. Nous qui réfléchissons en ce moment sur le fait que ces montagnes ne peuvent pas être accessibles à tout le monde et que il faut bien réfléchir à des endroits qui seront préservés. En fait, je trouve que c'est une très belle expérience de la montagne qui vient à nous. Ça veut dire qu'en fait, on peut la vivre dans son quotidien, avec une philosophie. D'ailleurs, ça rapproche un peu tout ce que vous avez dit, chacun des intervenants. Je trouvais que c'était assez fort et pour le coup, je veux te remercier, Blaise, parce que c'est une belle expérience personnelle que j'ai vécue. Pierre-Henri? Quant à moi, écoutez, je pense que la montagne est un espace de liberté et que c'est la liberté la valeur la plus fondamentale. Blaise, tout à l'heure, tu me demandais quelle était la valeur. C'est celle de la liberté, c'est-à-dire la capacité que nous avons à nous construire, à nous émanciper et à nous construire. J'aime bien l'idée qu'un guide de haute montagne ou un montagnard, je ne sais pas si c'est politiquement correct de dire ça, mais c'est fondamentalement un rebelle. Un rebelle par rapport aux normes, par rapport à ce à quoi on doit obéir. J'ai lu il n'y a pas tellement longtemps Les Conquérants de l'inutile, et Lionel Terray, c'était un rebelle forcené, si je puis dire. Et j'aime bien ça. Voilà. Bon, écoute, la liberté, la rébellion, la résistance peut-être aussi, qui est sous-jacente à ces territoires de montagne. On peut imaginer qu'il y a plein de maquis des temps de la résistance qui sont venus se réfugier, Plateau des Glières, Vercors aussi. C'est un symbole très fort. La montagne est un lieu de renaissance, un lieu de résistance. Mais au fond, c'est la liberté qui est le moteur. Et effectivement, moi, ce que je pourrais juste rajouter, c'était qu'effectivement, on se dit que ce temps de la crise, c'est un temps, moi, je le considère vraiment comme celui d'une opportunité immense. C'est une chance immense qui nous est faite à saisir. Alors, si on se contente de parler des entreprises, c'est de refondre les rapports sociaux internes et le lien social dans l'entreprise, de le revisiter. Et si on dépasse un peu la relation entre les humains, et qu'on regarde un peu à quoi ça sert tout ça, c'est effectivement repenser la finalité de chacune des organisations. On parle souvent de raison d'être, on est sur des stéréotypes un peu, des marques, etc. Mais aller puiser en profondeur le sens des organisations, à quoi elles servent par rapport au destin commun. Et en montagne, on n'a pas trop de place pour l'inutile, en fait. On est obligé d'avoir des choses qui sont tournées vers une raison d'être durable, qui s'inscrit dans le temps long. Voilà. Et je pense que ça peut être des éléments qui guident, y compris des stratégies de développement pour des stations de ski, si on revient à des choses très pratiques, fonder des stratégies sur une valeur plurielle qui respecte à la fois le bien commun humain et environnemental comme finalité, tout en développant un certain nombre d'innovations et de projets, hein, c'est pas en antagonisme, tout en étant construit avec des modèles, on parle d'innovation frugale, de collaboration, mais tout ça après à revisiter, chacun prendra ce qu'il voudra. Mais en tout cas, de travailler beaucoup plus en partant du terrain. Et là, je parle un peu comme ancien du secours en montagne. Les progrès dans les unités de secours en montagne ne sont jamais venus par le haut. Jamais. Ce sont toujours les expériences vécues sur le terrain qui ont contribué à faire évoluer les techniques, la manière de penser et comment on construit finalement les nouveaux savoirs et les nouvelles manières de procéder.
Donc, la montagne nous dit que ça part du terrain, et j'aimerais bien qu'on garde cette idée en tête. Je voudrais aussi dire nous, on peut, avec un réseau d'experts et de gens qui sont là autour de cette table, mais aussi d'autres encore, proposer des expériences qui peuvent aller, comme l'a fait Clémence tout à l'heure, bâtir des choses qui sont concrètes, c'est-à-dire de faire vivre des choses très pratiques aux équipes. Donc ça, on est capable de le produire. Et je vous invite aussi à lire, on a une petite page biblio. Voilà, je crois qu'on a pas mal utilisé le temps. Malheureusement, j'ai quelques questions qui ont été prises, mais qui peuvent être répondues et auxquelles on a répondu indirectement. Et je voudrais encore une fois vous remercier pour votre contribution à tous et à toutes. Et puis, on va essayer effectivement de prolonger cette conversation sur le terrain, j'espère, en montagne, avec vous tous, d'une manière ou d'une autre. Voilà, merci encore et à très vite. Merci. Merci.